Hello, everyone. Welcome to this webinar. This webinar will be about the business plan and specifically about the cost. But as we're going to talk about specific details and technical aspects, we have decided to do it in French for the French audience because it will be much understandable for them. So bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire donc dédié au business plan et surtout sur l'aspect financier du business plan. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la première édition du French Tech America Online Summit. C'est quoi le French Tech America Online Summit? C'est le premier événement réunissant l'ensemble des 10 communautés French Tech d'Amérique soutenu par la mission French Tech et ses partenaires comme Business France et son équipe tech en charge du programme d'accélération Impact USA dont je fais partie. Donc, je m'appelle Faisal Majid et je serai accompagné de Baptiste Lafont, CFO et en charge en finance pour les opérations aux US. Salut Baptiste. Bonjour Faisal, bonjour à tous. Donc, vous allez donc participer aujourd'hui à l'occasion de ce French Tech Online Summit à plus de 20 panels organisés sur 3h30 d'échanges pour challenger ce que vous croyez savoir et ce sans langue de bois. Comme on dit ici, no BS. Donc, c'est ce que nous allons tenter de faire durant ce webinaire. On se focalisera en effet sur les coûts d'implantation aux US en abordant les aspects administratifs et fiscaux, les coûts opérationnels, le coût de la vie. Donc, tous les éléments essentiels et importants pour que vous soyez vraiment plus près de la réalité. Donc, Baptiste avec nous aujourd'hui en tant qu'expert nous donnera énormément d'explications et je suis encore ravi de l'avoir et merci encore d'avoir accepté l'invitation, Baptiste. Donc, Lisan Finance, en 2 mots, c'est quoi? C'est un cabinet de direction financière externe spécialisé auprès des startups. Vous avez accompagné et vous accompagnez des sociétés françaises dans le reporting, en contrôle de gestion, en passant par la due diligence. Vous avez notamment accompagné des entreprises comme EBTST, Ledger, Skellity. Et vous êtes implanté à San Francisco, à New York City. Et Lisan Finance, c'est par ailleurs le partenaire de Business France à l'occasion du programme Impact USA, où Baptiste intervient en tant que mentor et speaker, et ce depuis quelques années. Donc, quelques guidelines. Avant de commencer, donner la parole à Baptiste. Je demanderai à l'ensemble de l'audience de poser les questions au fil de l'eau sur le chat et on mettra tout en œuvre afin d'y répondre au plus possible. Et dans tous les cas, le replay sera disponible également d'ici quelques jours. On aura donc 30 minutes de présentation et les 10 dernières minutes seront dédiées au Q&A. Donc, je vous encourage vivement, l'audience, à poser vos questions à Baptiste. Ne perdez pas cette chance, don't miss this chance, d'avoir vraiment des réponses très pratico-pratiques concernant vos questions afin d'avoir un business plan vraiment très proche de la réalité. Donc, Baptiste, the floor is yours. Je te laisse la parole. Merci Faisal. Donc effectivement, pour présenter Lisan Finance très rapidement, en quelques mots, ça fait 20 ans que la société existe. On est implanté aux États-Unis depuis 2014 et notre spécialité, c'est d'accompagner des startups tech françaises en majorité, à la fois en France et aux États-Unis. On les accompagne donc sur les aspects de direction financière, à la fois depuis le premier investissement jusqu'à l'exit, et sur toute la phase de mise en place et structuration de la direction financière. Donc voilà, donc des aspects de reporting, business plan, mais aussi aux États-Unis, tous les sujets opérationnels, comptables, fiscaux, RH, dont nos clients ont besoin pour être successful ici. Voilà, donc un petit panorama des boîtes accompagnées ces dernières années, et des exits réalisés. Et, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est souvent des boîtes américaines côté au Nasdaq qui rachètent nos clients, d'où aussi cette implantation transatlantique. Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, et pour parler de l'implantation aux États-Unis et des coûts à prévoir, je vous présente là un calendrier en fait indicatif d'implantation. Donc sur la partie en haut, là c'est l'aspect juridique. Ensuite, ligne en dessous, des aspects plutôt RH, ensuite opérationnels et financiers. C'est sur une frise de temps sur à peu près 3 mois. C'est à peu près le temps qu'il faut compter pour faire les choses à peu près, sans trop se presser, mais en déroulant toutes les phases importantes pour s'implanter ici. Donc évidemment, la première partie, le numéro 1 en haut à gauche, c'est la partie juridique, l'incorporation de la société. En règle générale, c'est au Delaware. C'est assez rapide. C'est plus la réflexion sur le capital, le nom de la société, des choses comme ça qui peuvent prendre un petit peu de temps, mais les démarches prennent quelques jours ou maximum quelques semaines.
Et ensuite, une fois que la société est créée, qu'on a obtenu les enregistrements dans les États et auprès de l'IRS, le numéro EIN, on peut ouvrir le compte bancaire, mettre en place la paye, donc les étapes 2 et 3, et ensuite vraiment démarrer la comptabilité, ouvrir des bureaux, mettre en place les assurances, etc. Ce qu'il faut noter, c'est que le visa, je le mets plutôt au milieu de ce process, là, en numéro 6, parce qu'en fait, les visas que vont obtenir les Français pour venir s'implanter aux États-Unis sont des visas qui sont sponsorisés par la société, et donc il faut avoir d'abord créé cette société pour pouvoir candidater et déposer son demande de visa. Et en plus de ça, il faut pouvoir montrer que l'investissement aux États-Unis est réel, qu'il y a une vraie volonté de faire du business, et donc avoir déjà dépensé un peu d'argent, avoir aussi transféré des fonds, idéalement embaucher des premiers salariés, etc., sont un tas d'éléments qui viendront appuyer la demande de visa. Donc, en général, on anticipe les aspects juridiques avant, et même financiers, avant de faire ces demandes de visa. Donc voilà. Et ensuite, évidemment, quand les choses démarrent, on commence à facturer ses clients, donc à signer des contrats, à émettre les factures et à se préoccuper des sales tax, qui sont les taxes qui vont être il va y avoir le plus de sujets au démarrage, en fait, tant qu'on n'a pas de bénéfice au départ, quand on commence à facturer des clients, les problématiques de sales tax. Donc ça, c'est les 3 premiers mois. Et ensuite, chaque année, évidemment, il y aura des coûts juridiques et fiscaux de dépôt de déclaration et de paiement de taxes. Donc c'est la timeline annuelle sur la droite. Juste peut-être, j'avais juste une question, Baptiste, concernant les visas. Quel serait le type de visa, notamment pour les fondateurs ou les entrepreneurs français qui viendraient aux États-Unis? Alors, le visa principal, c'est le visa E2 pour des Français, quand la société est détenue majoritairement par des Français également. C'est celui qui est un visa, on appelle le visa d'investisseur, mais il est accessible aussi à des salariés d'une société française. Il faut juste que la nationalité soit la même entre les salariés, la société et les actionnaires. Et c'est celui qui s'obtient. Il n'y a pas de notion il n'y a pas de seuil minimum. Il est le taux de succès est assez élevé, et donc c'est celui que j'ai moi personnellement et la plupart de mes clients. Après, il existe le visa L1 qui est un visa de transfert intra-groupe, qui est souvent un peu plus lourd à monter, mais qui se fait aussi pas mal quand on a une ancienneté dans la société. Et enfin, le visa J1, c'est le visa plutôt de stage, donc c'est en général le visa des VIE ou des stagiaires. Voilà, c'est des visas qui s'obtiennent relativement facilement. On a assez peu de taux d'échec, mais qui demandent pas mal de préparation, d'avoir un avocat ou un sponsor dans le cas du J1 qui va faire le dossier des vérifications et accompagner la société des entrepreneurs. Parfait, merci. Voilà, donc première idée reçue, en fait, et une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les États-Unis, c'est certes un marché commun et un seul pays, mais au sein des États-Unis, il y a beaucoup de réalités différentes par État. Donc, comme on va parler de taxes, de règles RH, etc., tous ces aspects-là sont gérés au niveau des États. L'État de New York ou le Texas, la Floride, la Californie vont avoir des règles différentes potentiellement et sur ces sujets. Et donc potentiellement des coûts administratifs ou des taux de taxes et de charges qui vont être différents dans chaque État. Donc, bien avoir en tête que c'est un petit peu quelque part comme un Américain qui regarde l'Europe. En fait, s'il va en France, en Allemagne ou ailleurs, il ne va pas être confronté aux mêmes règles. Alors, évidemment, il y a aussi des choses qui sont communes, évidemment, des outils qui permettent de gérer ça à l'échelle des États-Unis. Mais ne pas oublier que des choses comme le salaire minimum, le nombre de congés dans certains cas, etc., peuvent être différents et des règles de contractuelles aussi. Donc c'est un choix important quand on s'implante aux États-Unis de savoir dans quel État on va et si on va dans plusieurs États, d'avoir cela en tête. Donc justement, pour faire la transition juridiquement, en général, on va au Delaware. On ne va pas au Delaware pour des raisons fiscales. En tout cas, au début, c'est pas du tout pour un paradis fiscal, c'est plutôt un paradis juridique. C'est plutôt un État qui facilite le business, qui a une grosse jurisprudence, dont tous les avocats américains connaissent le droit. Les investisseurs américains imposent que les sociétés dans lesquelles ils investissent, en général, sur des corporations du Delaware. Et 99,9% des boîtes qui arrivent aux États-Unis, en général, s'incorporent au Delaware. Donc, c'est la voie royale tracée. Alors, il peut y avoir des exceptions, mais de l'autre côté, c'est toujours comme ça qu'on procède. Donc, l'incorporation en elle-même est, comme je le disais tout à l'heure, assez rapide. Il faut quand même, en général, s'entourer d'un avocat. On peut trouver des sites en ligne ou le faire
à moindre coût, mais c'est rarement une bonne idée. En général, un avocat aux États-Unis, c'est indispensable. Et il va faire l'incorporation, puis ensuite beaucoup d'autres choses au niveau contractuel. Donc, c'est souvent le bon moment pour l'identifier et pour être accompagné dès le départ et s'éviter des problèmes par la suite. Donc voilà, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ça, c'est la partie setup. Donc, compter plusieurs milliers de dollars à la fois de frais, de formalités et d'honoraires. C'est le budget total. Et ensuite, chaque année, garder en tête que même si on a une entité un peu en sommeil, parce que parfois les gens créent leur société, leur filiale et attendent un petit peu avant de lancer les opérations, ça va représenter un coût annuel fiscal et aussi juridique, avec des taxes minimum. Par exemple, le simple fait d'avoir une société en Californie oblige à payer $800 par an de taxes minimum. Et donc, selon les États, il y a des minimums de taxes à prévoir, des dépôts d'annual report, etc. Donc, voilà, on prévoit en général des budgets de 2 000 à 3 000 $ par an pour être compliant au niveau de toutes les déclarations fiscales et juridiques. Alors, sur la partie qui va sans doute intéresser beaucoup, c'est les coûts de personnel. En général, quand on parle start-up, c'est matière grise et donc beaucoup de personnes au niveau du PNL, des staffing costs. Donc, la règle un peu facile et binaire que je donne souvent pour les Français ou les étrangers, c'est le coût des salaires aux États-Unis. En particulier, je parle beaucoup de New York, de San Francisco. C'est là où on est implanté. C'est en général là où s'implantent la plupart de nos clients, dans la tech. C'est à peu près 2 fois le salaire français parisien. Donc, voilà, rapidement, si on prend un salaire brut annuel à 50 000 €, on va être à un salaire aux États-Unis à 100 000 $. Donc, après, évidemment, ça peut varier plus ou moins selon le niveau de seniorité, le type de poste, etc. Mais c'est relativement vrai, notamment dans ce qui est fonction ingénieur, dans les métiers comme la finance, etc. C'est une règle qui donne une bonne idée de ce qu'il faut prévoir. Alors ça s'explique, ce différentiel s'explique par le coût de la vie ici, et notamment pour les familles. Les coûts d'éducation, les coûts de logement sont importants. On va le voir un petit peu plus en détail après. Mais voilà, il faut compter des budgets importants. Donc le reste à vivre ne sera pas forcément supérieur à celui en France, parfois même inférieur, même avec un salaire 2 fois supérieur. Aux États-Unis, il vaut mieux être jeune, en bonne santé et sans enfants en général. Voilà, donc voilà, avoir bien ça en tête sur les salaires. Ensuite, sur les visas, on en parlait tout à l'heure, le visa, il faut se faire accompagner le plus souvent d'un avocat ou payer des frais de sponsor. Donc, de toute façon, il y a plusieurs milliers de dollars qui partent en frais de visa. Pour une personne seule, ce sera peut-être 3 000 ou 4 000. Pour une famille, plutôt 5 000 pour donner des ordres de grandeur. Ne pas oublier, quand on envoie quand personnellement on s'installe, partir des gens, souvent il y a des packages un peu de relocation, il faut payer le déménagement ou des frais d'agent immobilier, des choses comme ça. Donc voilà, prévoir aussi quelques milliers de dollars à minima pour les déménagements. Et puis ensuite aussi, pour une idée un peu reçue, c'est les licenciements aux États-Unis. Effectivement, c'est plus souple. Les gens, on peut licencier quelqu'un un peu du jour au lendemain. Les contrats sont at will, donc la volonté de l'employeur. Cependant, très souvent, il faut quand même payer les indemnités de départ. Il y a souvent des litiges, donc c'est pas rose non plus. Faut bien faire attention. La plupart de mes clients, chaque fois que quelqu'un part, laissent entre quelques semaines à plusieurs mois d'indemnité de départ en échange d'un waiver, d'un accord du salarié de pas contester son licenciement. Il y a plein de règles sur les discriminations, donc plein de motifs potentiels pour les salariés pour se retourner contre l'entreprise. Donc, faut pas, faut faire la part des choses. C'est pas non plus si simple de se séparer de ses salariés, peut-être plus qu'en France, mais voilà, c'est pas non plus le Far West. Il y a beaucoup de règles, notamment des États comme la Californie ou New York, sont de plus en plus protecteurs des salariés. Donc, on va faire attention à ça. Donc là, je vais passer rapidement. C'est des choses qui sont accessibles en ligne aussi. C'est des exemples, en fait, des cartes des coûts de logement sur notamment New York et San Francisco. Donc, c'est les villes les plus chères, mais ça vous donne un ordre de grandeur un petit peu de ce que vous comptez. Évidemment, avec la crise actuelle, les cartes sont un peu rebattues, mais pour l'instant, on ne constate pas non plus une baisse importante des loyers. On peut le voir, on est rapidement autour des 3 000 à 4 000 $ par mois, des appartements avec 1 ou 2 chambres, donc dans les centres-villes, mais aussi en banlieue, parce que c'est aussi peut-être le paradoxe de la crise actuelle, c'est que les banlieues sont en train de devenir plus chères, autour de New York notamment.
le centre-ville. Donc, c'est un peu dur d'avoir un bon plan ou d'échapper à ces tarifs. Voilà, donc ça, c'est souvent le premier poste de dépense, c'est le logement. Ensuite, le deuxième, quand on a des enfants, sont les écoles. Donc là, je vous mets en avant les tarifs du lycée français. On peut ne pas aller au lycée français, mais si on veut passer par là, quand ils mettent pre-kindergarten, ça veut dire maternelle. Donc, dès la maternelle, on est à 38 000. par an, 38 000. Bon, j'ai pas remis à jour cette année, mais en général, les tarifs ne font qu'augmenter d'une année sur l'autre. Donc, c'est peut-être pire maintenant. Mais voilà, et puis surtout, c'est à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y a le tarif de base, mais ensuite, il y a tous les coûts annexes qui se rajoutent. C'est comme un peu comme on loue une voiture, on a l'impression qu'il y a un tarif, et puis ensuite, il y a des assurances, les options plus ou moins obligatoires. Donc voilà, donc le lycée français, c'est sans doute ce qui est le plus cher comme option, mais voilà, les écoles privées sont souvent à entre 20 et 30, 40 000 $ par an, par enfant. Donc ça fait un sacré budget. Voilà, donc après, je vais passer rapidement, mais c'est des exemples. Ça, c'est celui de San Francisco. Ça, c'est une crèche à New York, donc pour des enfants on peut trouver des écoles publiques à partir de 5 ans, voire 3-4 ans dans certains États, mais pour les bébés, c'est nounou ou garderie, et voilà le genre de tarif. Donc, et souvent, c'est sur des horaires qui se terminent à 3 heures de l'après-midi, c'est même pas la journée complète, il faut payer un supplément pour finir jusqu'à 5 ou 6 heures le soir. Voilà, donc c'était un peu du coût de la vie aux États-Unis. J'avais juste une question, pardon, Baptiste, sur le coût de la vie. Donc, si je suis un entrepreneur, j'ai mon conjoint, ma conjointe, et j'ai 2 enfants à peu près, le coût moyen avec le logement, avec l'école pour les enfants et avec les dépenses quotidiennes, etc., est-ce que je dois cibler à peu près 200-250 000 $ à peu près par an? Oui, si le conjoint ne travaille pas, c'est à peu près ce qu'il faut cibler, parce que voilà, quand on a déjà il faut, avec 200 ou 250 000 $, il faut penser qu'il y aura bien 35% qui partent en taxes, entre 30 et 40% selon les États. Okay. Donc après, en reste à vivre, il faut compter les 4 ou 5 000 $ de loyer, potentiellement les 2 ou 3 000 $ par enfant de coût d'école. Donc voilà, donc ça se chiffre vite. Plus l'alimentation et le reste, les loisirs. Donc oui, en général, moins de 200 000 $ dans des villes comme New York, ça devient compliqué, ou alors les enfants sont gardés à la maison, enfin, on trouve d'autres compromis, mais s'il faut qu'ils aillent dans telle ou telle école, etc., oui. Et j'avais juste également une question concernant le visa E2. Un entrepreneur qui a un visa E2, est-ce que son partenaire ou sa partenaire peut travailler également avec ce visa? Alors, oui, tout à fait, oui, automatiquement. Elle a même plus de liberté, puisque autant la personne principale ne peut travailler que pour l'entreprise qui a sponsorisé le visa, autant le conjoint et les dependents, comme on les appelle, qui peuvent être des enfants en âge de travailler, mais ou des conjoints, etc. Toutes ces personnes-là peuvent travailler. Le seul souci, c'est que l'autorisation de travail est à renouveler tous les ans. Et on a constaté des personnes qui se retrouvaient pendant plusieurs mois en attente. Alors, on espère que la nouvelle administration sera moins dans les roues, on va dire, sur les visas, mais c'est vrai que c'est un peu la roulette russe. Moi, je sais que ma femme a toujours plutôt eu de la chance, mais on renouvelle bien 6 mois à l'avance en anticipant les délais. Et donc, à chaque fois, il faut repayer 400 ou 500 $ de frais, etc. Donc, c'est oui, mais avec ces contraintes-là de renouvellement. Voilà. Donc, ça aide quand même à trouver un travail pour les conjoints. Ok, mais ça c'est bien. Okay. Ouais, donc c'est plutôt un avantage, mais il faut pas le perdre de vue. Visa de toute manière nécessite d'être tout le temps un peu à l'écoute des règles et de suivre, de déclarer son adresse. Et donc avec la nouvelle administration notamment de Biden, est-ce que tu penses, voilà, vu ton expérience avec l'administration de Trump, est-ce que tu penses que ça sera mieux ou l'administration ne bouge pas, peu importe le président en place? Alors, je ne suis pas aussi au courant que certains avocats en immigration. Mon sentiment, c'est que ça ne va pas être pire. Donc, et je ne pense pas non plus que les choses vont être révolutionnées du jour au lendemain, parce que vu le taux de chômage, etc., je ne pense pas que ce soit très populaire de, entre guillemets, ouvrir un peu les vannes de l'immigration. Donc je pense que ça va s'améliorer peut-être pour les Mexicains, pour des populations qui ont été un peu ciblées par Trump. Donc Biden va sans doute avoir envie d'un petit peu de rétablir les choses. En revanche, pour les Français ou les Européens occidentaux, on n'a pas non plus été très maltraités, à part le visa E2 qui est passé de 5 ans à 2 ans et demi en termes de durée. C'est un peu le seul impact concret qu'on ait eu, à part des durées un peu rallongées de dossiers. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles, mais on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises non plus.
C'est déjà ça pour les Français. C'est ce qu'il faut. Et ne pas oublier que même en ce moment, on obtient des visas et on peut arriver aux États-Unis. Ça demande des sanctions. Ça peut demander de passer 14 jours en quarantaine ou dans un pays tiers comme le Mexique. Mais des gens arrivent quand même à voyager quand on a des urgences ou des besoins. C'est encore faisable. Donc, ne pas forcément tout mettre en pause à tout prix si vraiment il y a des raisons business de venir aux États-Unis dans les prochains mois avant que la situation, espérons-le, revienne à la normale. On peut le faire, on peut voyager, mais faut faire un peu des pieds et des mains, mais ça se fait. Ok. Donc après, oui, pour pondérer un petit peu le côté coût des salaires, on peut se rassurer avec les charges sociales qui sont un petit peu moins élevées en France. Mais suite à un mais qui arrive, c'est-à-dire que les charges obligatoires sont plutôt à 10-12%, avec des effets de seuil sur les salaires, donc ça peut même être moins sur des gros salaires. Au-delà de 200-300 000 $, ça sera peut-être moins de 10%. Mais donc ça, c'est le bon côté des choses. En revanche, ces charges-là ne donnent quasiment aucun droit aux salariés. C'est vraiment le minimum de sécurité sociale, de social security, mais qui n'est pas la sécurité sociale française, les Medicare. Les sociétés, les salariés sont obligés de prendre des assurances privées pour tout ce qui est santé, retraite, etc. Et donc, des coûts additionnels qui se rajoutent. Donc, en fait, le vrai taux, c'est plutôt entre 20 et 30% selon la générosité de l'employeur et les niveaux de salaire. Et donc voilà, il ne faut pas oublier cet aspect-là qui est vraiment crucial. Quand on veut recruter, fidéliser des talents aux États-Unis, il faut fournir une assurance santé, c'est incontournable. Tous mes clients le font et contribuer entre 80 et 100%. On peut ne pas payer la totalité et laisser un reste à charge aux salariés, mais c'est rarement moins de 70% dans la tech. C'est souvent plus généreux. Et donc, du coup, les coûts que je vous indique là, ça dépend de la structure de l'effectif et si ce sont des jeunes sans enfants ou des familles. Mais voilà, il faut compter $500 par mois pour une assurance d'assez bon niveau pour un salarié et voire jusqu'à 2 ou 3 000 $ pour une famille. En particulier à New York, où c'est l'État où en général tout est plus cher, mais les assurances santé aussi. Mais bon, il ne faut pas se faire d'illusions. En Californie, au Texas, en Floride ou autre, on a quand même des tarifs similaires. C'est encore plus cher à New York, je dirais, mais il y a des minimums à prendre en charge. Sur la partie retraite, le tableau est un peu plus contrasté. Je dois avoir la moitié de mes clients qui contribuent sur des plans de retraite pour leurs salariés. C'est souvent, ça devient indispensable quand les sociétés grossissent, quand on embauche des Américains, parce qu'eux sont intéressés à avoir ces contributions. Quand on est un Français qui passe quelques années aux États-Unis avec l'optique de revenir en France, il y a souvent moins besoin du 401k, le plan de retraite. Et ça rajoute 3-4% de contribution. Ça marche un peu comme les PE, PERCO en France, où l'employeur abonde à hauteur du montant investi par le salarié. Donc, voilà, mais c'est une charge aussi additionnelle. Donc, pour vous donner un petit peu pour résumer ça de manière graphique, sur un salaire à 100 000 $ brut annuel, il faut savoir que le salarié, donc, lui, va avoir des taxes qui vont représenter, disons, 30% en moyenne selon les États, un reste pour lui de 70 000 $ après taxes. Et la société donc, va payer ces 100 000 $ plus les contributions dont on parlait, donc les 10-12 000 $ de taxes. Et là, je mets 15 000 $ de bénéfices pour faire un peu une moyenne. Si vous avez à la fois des gens avec enfants, famille et seuls à l'échelle de l'entreprise, quand on a atteint un certain seuil, les choses se lissent. Et donc, voilà, on est autour de 15 000 $ par an de bénéfices. C'est ce qu'on constate, donc 25-27% de charges supplémentaires par rapport à un salaire moyen. Ok, donc je voulais juste revenir un peu sur notamment les VP Sales qui intéressent énormément les entrepreneurs français, notamment quand ils se développer sur le marché nord-américain, surtout à New York et à San Francisco. Quel est le coût d'un VP Sales, notamment à New York? Parce que nous, on a parlé avec pas mal d'entrepreneurs, ils nous ont donné une estimation, une fourchette. J'aimerais également voir, voilà, vu ton expérience et vu les interactions que tu as avec les entreprises tech françaises, à combien ils embauchent notamment le premier VP Sales qui a vraiment un réseau, qui est senior dans son domaine? Ça s'estime à combien? Je l'ai mis un peu plus à la fin. En fait, pardon. moi, ce que je constate, c'est les salaires fixes de base sont souvent autour des grands minimum 100 000, mais souvent 150 000 $. Et ensuite, un package variable qui, lui, peut représenter 50 à 100 000 $ de plus. Donc, le VP Sales, c'est souvent mieux payé que le fondateur ou le CEO qui arrive, enfin, en prenant en compte les variables, etc. Et après, ça peut, je dirais, il n'y a pas de limite. J'ai des clients plus gros, plus implantés qui débauchent des VP Sales
dans des grosses sociétés, etc., peuvent les payer jusqu'à 300 400 000. Enfin, voilà, après, aux États-Unis, Il n'y a pas de limite il pour n'y a les pas de sales. limite, quoi. Ouais. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que là, il y a vraiment dans tous les domaines, hein, c'est même quand on va faire ses courses ou autre, il n'y a pas de secret aux États-Unis, il y a assez peu de milieu de gamme. Il y a vraiment le côté dans le bas de gamme, segmenté, et le haut de gamme, et c'est vrai pour les gens en général, etc. Si on paye pas cher, en général, on n'a pas des gens très compétents ou un niveau de qualité. En France, on arrive à avoir ce genre d'intermédiaire. Ici, il faut tout de suite payer très cher pour obtenir la qualité. De la discrimination se fait beaucoup par l'argent. On le voit, hein, pour les études, hein, les gens qui peuvent payer ont accès aux meilleures écoles. Et donc, tout ça fait un système dans lequel, voilà, oui, pour attirer des gens compétents, c'est souvent très cher, et encore plus à New York, San Francisco. Donc, on le verra à la fin. J'ai un business plan dans lequel j'ai mis ce type de salaire pour donner un petit peu une idée des coûts à prévoir. Donc ça, je vais passer rapidement, sauf s'il y a des questions, mais c'est plus pour mettre en exergue le fait que les taux de taxes aux États-Unis sont similaires à ceux de la France au final. Enfin, paradis fiscal loin de là. Donc, à titre personnel, on va rapidement payer 25-30% de taxes dès qu'on est sur des salaires, voilà, qui dépassent les 100 000 $. Idem pour les sociétés. Alors, c'est souvent pas le cas des startups qui s'implantent. Il n'y a pas encore d'IS, l'impôt sur les bénéfices, mais il faut savoir qu'on arrive autour de 25-30%. Et c'est sans doute, ces taux de taxes risquent en plus d'augmenter, parce que pour le coup, si sur les visas, on peut s'attendre à des bonnes nouvelles, sur les taxes, c'est moins le cas. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment sur ce genre d'imposition d'avantages par rapport à la France aux États-Unis. Il faut peut-être un peu justement se décomplexer au niveau français, faire plus de marketing là-dessus, parce que les Américains sont très forts pour nous vendre leur économie, mais au final, les taxes sont quand même importantes. Sans oublier les taxes annuelles, comme j'en parlais tout à l'heure, qui sont des minimums ou des taxes qui sont sur le chiffre d'affaires. Et donc, voilà, ça, c'est un panorama des taux de taxes par État. Donc ça se rajoute aux 21% fédéraux. Donc ça montre qu'il y a certains États où il n'y a pas de taxes sur les bénéfices, mais il y aura des taxes sur les salaires ou sur le chiffre d'affaires. Voilà, donc ça donne un peu une idée des différents niveaux par État. Mais comme je le disais en introduction, la taxe sur les bénéfices, on a rarement à s'en préoccuper. Sinon, je dirais que c'est un bon problème à avoir dès le départ. En revanche, celle qui s'applique rapidement, c'est la sales tax dès qu'on a des ventes auprès des clients. Celle-là, elle est assez incontournable et elle est assez complexe parce que les règles ont pas mal changé ces dernières années, et ça dépend à la fois de ce que la société vend. Donc, si c'est plutôt des biens ou des services, les biens en général vont être taxables, les services vont être exonérés, sauf dans le logiciel. Le logiciel étant un cas particulier qui rend la chose encore plus potentiellement complexe et à regarder au cas par cas. Mais donc, le SaaS, typiquement, va être taxable en Californie, mais va être taxable à New York, mais pas en Californie. Donc, selon les États, chacun fait un petit peu ses règles. Et donc, voilà. Donc, en plus, il y a des notions de seuil. Donc, si on est en dessous de certains seuils, en général de 100 000 $ de chiffre d'affaires par an dans un État, on ne va pas avoir à collecter sales tax. Mais si on est au ce montant ou en nombre de transactions. Donc voilà, donc je vais pas. S'il y a des questions, je peux un peu développer. Moi, j'ai juste une question là-dessus. Pour une entreprise, par exemple, qui fait du flying business, qui est une entreprise française qui est dans les SaaS et qui vend notamment à des clients américains, mais qui est basée en France et qui génère quand même un chiffre d'affaires aux États-Unis. Comment ça se passe? Est-ce qu'il est sur le radar du fisc américain parce qu'il génère pas mal d'argent, 50, 100 000 euros? Comment ça se passe en termes Non, notamment de si on parle de 50, 100 000 euros qui en plus sont potentiellement entre plusieurs États, il n'y a pas de sales tax à appliquer, Ok. risque. En revanche, effectivement, si c'est plusieurs millions, ça peut commencer. Et de toute façon, en fait, en général, les sociétés n'ont pas le temps de se poser ce genre de questions parce que pour arriver à scaler, justement à passer à plusieurs millions de chiffre d'affaires aux États-Unis, en général, il faut créer sa société et vendre aux Américains par une société américaine. Donc, on se retrouve directement confronté à ces problématiques de taxes à partir du moment où le business décolle. Donc, je dirais que ça se fait en général, la transition se fait assez naturellement. Les premiers contrats qui peuvent être faits depuis la France se font hors taxe. Et ensuite, c'est souvent un des motifs de création de filiales aux États-Unis. C'est souvent pour pouvoir vendre à tous les Américains qui n'ont pas envie de travailler avec des sociétés étrangères ou qui ne savent pas comment faire, ou pour éviter des problèmes de retenue à la source, etc. Donc, pour faciliter l'onboarding chez son client, on crée une société américaine, comme ça ils sont rassurés, ça facilite les discussions.
voilà, donc en général, soit on fait du B2C, on a des abonnements SaaS qui sont un peu ventilés sur tout le sol américain et qui ne dépassent pas les seuils, et en plus depuis une société étrangère, et donc on n'a pas cette problématique. Et puis dès que les choses se développent ou grossissent, ou si on est sur des gros contrats B2B, à ce moment-là, on a la Non, mais filiale. c'est ce que nous on dit également chez Business France, notamment à l'occasion des programmes d'accélération, c'est que si vous voulez vraiment vendre aux Américains, il faut embaucher un Américain pour vendre un Américain, il faut être présent physiquement sur place également. Donc, si Voilà. vous Et puis évitez ça. souvent, les boîtes qui s'implantent ici ont plutôt tendance à ensuite facturer le monde entier depuis les États-Unis, et sauf la France ou l'Europe depuis la filiale ou la maison mère française. Mais donc, du coup, l'entité américaine est souvent une entité qui facture les États-Unis, et donc, du coup, qui gère cet axe-là de manière plus simple, si tant est que les règles sont un peu moins compliquées que si c'était depuis l'étranger. Voilà, donc ça c'est ensuite c'est peut-être plus tout à fait à jour, mais c'est surtout pour montrer faut pas le prendre au pied de la lettre, mais c'est pour montrer la diversité en fait de traitement des taxes dans le software. Ça vient d'Avalra, qui est une des boîtes qui propose justement des outils pour automatiser et faciliter la vie des boîtes à ce niveau-là, mais ça montre bien que en fait, selon les États et selon la manière dont le software est délivré, enfin est fourni et vendu à son client, si c'est à l'ancienne sur un CD, une clé USB, ou si c'est en ligne, etc. Ça va être des règles différentes selon les États. Et voilà, donc c'est juste un clin d'œil pour bien montrer que s'en préoccuper. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces taxes sont locales. Donc ça veut dire qu'en fonction du code postal du client, dans un même État, vous pouvez avoir des taux qui vont varier. Donc voilà, c'est pour ça que c'est nécessaire de s'en préoccuper assez tôt, surtout si on est sur des paniers moyens faibles et sur beaucoup de transactions. Il faut à tout prix avoir des outils qui permettent de traquer ces taxes et de ne pas avoir de soucis après avec le fisc. Parce que oui, aussi une chose à savoir, c'est qu'autant il y a peu de contrôles fiscaux, enfin en tout cas nous on n'en a jamais eu au sens contrôle de l'IES ou des contrôles voilà, sur les bénéfices et autres. Je pense que c'est au-delà quand même de certains seuils. En revanche, sur les sales tax, c'est là où les États ont la main, et eux ont besoin d'argent, et donc là il y a des audits quand même plus réguliers. Voilà, on peut très vite se faire contrôler et redresser sur cet axe-là, donc ne pas les oublier. Il faut être très vigilant, en effet, et ne pas Il faut être faire. vigilant. Ah oui. Et dernière chose aussi, c'est pas comme la TVA, ça ne se récupère pas. C'est-à-dire quand on paye soi-même de la sales tax, c'est une charge en fait. Il n'y a pas la notion d'avoir la taxe collectée, déductible, et de pouvoir faire un net. Là, c'est des taxes qui sont dues à 100%. Et j'ai juste une question notamment qui me vient également dans le chat, là, auquel, notamment sur les sales. On a une question notamment de Mus Réseau qui demande est-ce que c'est l'État où s'effectue la vente qui applique sa taxe directement? Oui, en fait, c'est pour ça qu'il y a des notions de nexus. Ça signifie, en fait, où est-ce que la société est présente. Donc, si une société est à New York et facture à un client en Californie, c'est la taxe de Californie qui s'applique, le taux de taxe du client. Voilà. Après, il est possible que la société new-yorkaise n'ait pas appliqué de taxe à son client en Californie parce qu'elle-même n'a pas de nexus fiscal, donc n'est pas présente, que ce soit physiquement, ou ils appellent ça un nexus économique, ça veut dire qu'elle n'a pas dépassé les seuils en Californie. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça se regarde un petit peu au cas par cas, surtout au démarrage. Et voilà, mais oui, c'est la taxe du client. C'est pas la taxe de New York qui va s'appliquer à tous les clients, quelle que soit leur implantation. Parfait. Merci. Ensuite, donc ça c'est un petit peu le panorama des coûts plus opérationnels. Je vous ai mis quelques infos donc sur les espaces de coworking. Donc c'est vrai que encore plus maintenant, ce sera la manière d'avoir des bureaux aux États-Unis facilement, c'est en passant par là. Donc il faut compter des budgets qui vont de 300 à 400 $ par salarié jusqu'à 1000 $ selon le mode opératoire, si on a un bureau privé ou juste des bureaux partagés. Voilà, des coûts, par exemple, de personnel, on en parlait tout à l'heure, une office manager ou assistante aux États-Unis assez bon niveau, ça va rapidement être 50-70 000 $ par an pour gérer la petite équipe au démarrage. Ne pas oublier les coûts d'assurance, j'en parle pas trop, mais parce que c'est tellement spécifique et lié à l'activité, au produit, mais aux États-Unis, il faut bien s'assurer. Donc, il y a plusieurs niveaux d'assurance possibles, au milieu de la general liability et puis des assurances sur les produits ou les services qui peuvent coûter cher. En revanche, en général, c'est plutôt une bonne idée de s'assurer depuis la société américaine
puisque ce sera plus facile de trouver une assurance américaine que depuis la France. En général, les assureurs excluent les États-Unis dans leur couverture mondiale. Donc, c'est une des autres raisons de création de filiales. Après, la facilité de signer avec des clients, c'est la facilité de s'assurer, surtout si on est sur des produits qui, je sais pas, les clients dans les drones ou des capteurs pour voitures autonomes ou ce genre de choses. C'est pas simple déjà aux États-Unis, mais ça l'est encore plus si on essaye depuis la France. Et en plus de ça, puisqu'on parle d'assurance et de liability, le fait d'avoir une filiale aux États-Unis, c'est aussi une des autres raisons, c'est que ça protège la société mère. Donc, en cas de litige, c'est la société, la filiale qui est responsable. Et si les choses dégénèrent, normalement, ça ne remonte pas jusqu'à la société française. Donc, c'est aussi un moyen de bien border les contrats. Et parfois, on a des clients qui commencent à signer, surtout à embaucher des gens en leur faisant signer des offer letters ou des choses sur des templates de leur société française. Et donc ça, faut éviter ou le faire que ponctuellement au démarrage, mais ensuite bien tout mettre au nom de la filiale, que ce soit avec ses clients, ses fournisseurs et les assurances, etc., pour bénéficier justement de cette séparation des risques. Parfait, très bien. Donc, il nous reste 4 minutes avant la fin de cette session. Donc, on a répondu à l'ensemble des questions au fil de l'eau. Okay. Voilà. Bon, donc on va passer rapidement sur la synthèse des coûts d'implantation pour donner une idée du budget à prévoir. Ça récapitule ce dont je parlais avant. Donc, compter 15 000 $ pour l'ensemble du package qui permet d'avoir une société et d'opérer aux États-Unis. Et ensuite, de manière plus globale, en termes de business plan, on dit souvent chez Business France ou nous aussi qu'il faut compter au moins $1 million pour s'implanter aux États-Unis. Donc là, j'ai un peu l'exercice de détailler ces coûts et ce que ça donne. Donc évidemment, c'est un projet et ça va adapter en des cas, mais aussi je considère qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires la première année. Maintenant, les boîtes essayent d'avoir d'abord des clients avant d'engager des dépenses. Mais si on arrive et qu'on démarre from scratch, voilà, donc il y a les coûts effectivement du VP Sales que j'avais chiffré ici à 200 plus 75, de commerciaux, du CEO, donc ça retombe sur les salaires dont on parlait, les fameux 25% de taxes. Et voilà, donc ça vous donne un ordre de grandeur sur 1 ou 2 ans, c'est entre 1 million et 1,5 million, si le chiffre d'affaires, les ventes mettent un peu de temps à décoller. Parfait. Parfait. Donc, ce qu'il faut retenir, je pense, avant que notamment on mette fin à la session, c'est que la plupart des CEO français que tu accompagnes sont basés à San Francisco, à New York City, parce que c'est là où les Français s'installent, mais que leur équipe commerciale, notamment, sont basés à travers tous les États-Unis, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas obligation de les avoir à côté d'eux, à proximité d'eux. Ils peuvent les avoir à Houston, Chicago, dans le Midwest, etc., sans aucun problème. Oui, tout à fait, oui. En général, on choisit le CEO, quand il s'installe, choisit plutôt une grande ville, choisit d'être près de ses clients ou dans son écosystème. Donc, c'est souvent quand même côte est, côte ouest, sauf secteur particulier. Mais par contre, effectivement, j'ai des clients qui ont 3 ou 5 salariés dans 2, 3, voire 4 États différents très rapidement. C'était le cas avant le Covid et je pense que ça va continuer, la tendance va s'accentuer. Mais c'est fréquent, oui, d'avoir des salariés un peu disséminés. Les Américains sont déjà très au fait de travailler en remote. Alors, c'est pas forcément idéal non plus pour eux en termes de management, mais c'est clairement une possibilité et un moyen aussi peut-être de limiter les coûts d'embaucher des gens dans les grandes villes les plus chères. Ok, parfait. Donc, je crois vas-y. On arrive au bout. Non, je voulais juste préciser que c'est des choses qu'on est habitué à gérer, même pour des startups, c'est facile avec les bons outils et les bons prestataires d'avoir des salariés dans plusieurs États. Malgré ce que je disais au début, on est habitué à le faire. Mais effectivement, ça nécessite une organisation. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, si je retiens bien notamment de cette session, c'est qu'il faut vraiment avoir un avocat, quoi qu'il arrive aux États-Unis. Il ne faut pas notamment choisir la facilité parce qu'on peut avoir des problèmes, notamment sur le long terme. Donc merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci encore Baptiste pour l'ensemble de ces explications. C'était vraiment très pratico-pratique. Comme on l'avait dit, no BS. Aller droit à l'essentiel avec beaucoup de métriques. Donc, j'espère que l'ensemble des personnes qui ont assisté à ce webinaire ont eu réponse à leurs questions. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, de vous adresser directement à Baptiste sur LinkedIn ou à moi-même si vous avez des projets notamment d'implantation ou projets export sur le marché nord-américain. On sera ravis d'y répondre et le replay sera disponible. Et je vous encourage également à assister aux autres sessions, notamment de cette
event French Tech America Online Summit où vous avez beaucoup de top execs américains et de CEO français qui ont réussi aux US, qui partagent leur expérience et qui peuvent vous donner des bons tips pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que quand ils ont commencé leur aventure ici aux US. Donc, on est disponible, que ce soit Lisan Finance, Business France ou la French Tech, et on mettra tout en œuvre afin que vous ayez toutes les réponses avant votre aventure américaine. Donc, merci et excellente journée à tous. Salut Baptiste. Merci. Merci. Salut Faisal. Salut, bye.